Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire assez incroyable d'une forteresse perdue. Une forteresse qui, en plein Moyen Âge, a été le point de départ d'un empire gigantesque, avant de tomber dans l'oubli. Mais un oubli total, pendant près de 900 ans. Ça sonne un peu comme le début d'un roman d'aventure, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une histoire bien réelle. L'histoire d'un lieu, d'un point sur la carte, qui a vu naître un empire, avant d'être, oui, littéralement effacé de la mémoire collective. Alors voilà, on est au Maroc, tout là-haut, dans les paysages arides et vraiment majestueux de l'Anti-Atlas. Et c'est là, au milieu de nulle part, que se cache un secret. Un site tellement isolé, tellement ignoré par l'histoire officielle que son rôle pourtant absolument capital n'était redécouvert que, très très récemment. Allez, commençons par le début, la redécouverte de cette fameuse forteresse de montagne. Regardez bien cette date, 2004. Oui, 2004. C'est incroyablement récent. C'est seulement à ce moment-là que le site a été officiellement identifié par les scientifiques. Il faut s'imaginer un peu le truc. Pendant des siècles, ces ruines, les ruines d'Igilise, ont dormi là-haut, silencieuses, alors qu'elles gardaient le secret des origines d'un empire. Et même son nom est évocateur, Igilise. En langue amazigh, la langue locale, ça veut dire le relief isolé, ou le pic isolé. Franchement, c'est une description parfaite. Quand on voit ce piton rocheux, on dirait un immense navire de pierre échoué au-dessus du paysage. Bon, un pic isolé, d'accord. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est si important? Eh bien tout simplement parce que ce n'était pas juste une forteresse, non. C'était bien plus que ça. C'était le berceau d'un empire. Voilà, c'est ça le point absolument crucial de toute cette histoire. Igilise, ce n'était pas qu'un tas de pierres pour se défendre, c'était le cœur, l'épicentre politique et spirituel du mouvement almohade. Et ce mouvement, il allait bâtir l'un des plus grands empires de tout le monde islamique occidental à l'époque médiévale. Et à l'origine de tout ça, il y a un homme, Ibn Tumert. Un théologien, un juriste, mais surtout un leader charismatique. Depuis son refuge dans la montagne, il va réussir à unifier les tribus amazighes du coin autour d'une idée, une doctrine très réformiste. Et c'est depuis Iglis qu'il va lancer une conquête qui va déferler sur toute l'Afrique du Nord et même jusqu'en Espagne. Et l'ascension a été fulgurante, vraiment. Entre 1122 et 1123, la forteresse résiste à deux énormes sièges. Le fait de tenir bon, ça a forgé la légende du lieu et du mouvement. Ça leur a servi de tremplin. Et à partir de là, tout s'accélère. En quelques décennies seulement, ce qui n'était qu'une petite rébellion dans les montagnes devient un empire colossal. D'accord, l'histoire avec un grand H, c'est une chose. Mais concrètement, comment on vivait au jour le jour, là-haut au sommet de cette montagne? Eh bien c'est là que l'archéologie nous révèle des choses assez surprenantes. Rien que l'architecture, ça raconte déjà une histoire. Il faut oublier l'image des grandes forteresses impériales avec des fioritures partout. Non, ici tout est simple, tout est efficace. C'est construit par ce qu'on pourrait appeler des paysans constructeurs avec des pierres brutes. Les murs sont super épais, oui, mais il n'y a pas de tour. C'est clair. L'architecture a été pensée pour la résistance, pour l'efficacité, pas du tout pour le prestige. Et au cœur de tout ça, il y avait la foi. Il y a un texte de l'époque qui le dit très bien. Les gens montaient jusqu'à la grotte d'Ibn Tumart pour, je cite, obtenir sa baraka. La baraka, c'est en quelque sorte la bénédiction, la grâce divine. Ça nous montre bien qu'Igilise n'était pas qu'une base militaire, loin de là. C'était avant tout un centre spirituel hyper puissant. Maintenant, si on creuse un peu, au sens propre du terme, ce que le sol a révélé, eh bien l'histoire devient encore plus fascinante. Parfois, il suffit d'un seul objet pour symboliser toute une fouille, toute une découverte. Et pour Igilise, c'est cet objet, la coupe à l'oiseau. Regardez cette finesse. C'est un artefact d'une beauté incroyable, qui est devenu l'emblème de toute la mission archéologique, le symbole d'une culture riche qui est restée cachée sous terre pendant si longtemps. Et cet objet, il nous révèle quelque chose d'essentiel. C'est qu'Igilise était isolée, oui, mais pas du tout coupée du monde. Parce qu'à côté de poteries toutes simples, fabriquées sur place, on trouve des objets de luxe comme cette coupe, qui venait probablement de grandes villes comme Marrakech. C'est la preuve que même perchée sur sa montagne, cette communauté était connectée. Elle faisait partie des grands réseaux d'échange de l'époque. Mais la plus grande surprise, je crois, elle vient de ce qu'ils mangeaient. On pourrait s'imaginer une vie rude, un régime alimentaire très simple. Eh bien, pas du tout. C'est même tout le contraire. Les archéologues ont trouvé les restes d'une alimentation super riche et variée. Il y avait du bœuf, et en grande quantité, mais le plus fou, c'est qu'ils mangeaient du poisson de mer. Du poisson de mer. On est à 120 km des côtes, au sommet d'une montagne. Comment on fait pour acheminer du poisson jusque-là? Ça veut dire qu'ils avaient une organisation logistique, mais vraiment impressionnante.
Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe. On a une communauté qui a l'air prospère, qui mange bien, qui est super bien protégée dans une forteresse quasi imprenable et qui est portée par une foi immense. Alors la question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un jour ils sont partis ? Pourquoi ce lieu a-t-il été abandonné ? La réponse tient en un seul mot, un mot aussi simple que vital, l'eau. C'était ça leur talon d'Achille. Ce qui faisait leur plus grande force, cet isolement, cette altitude, c'était aussi, en fait, leur plus grande faiblesse. Il n'y avait pas de source au sommet. Toute leur survie dépendait des citernes, donc de la pluie. Au final, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la faim qui a eu raison d'Igilis. C'est la soif. L'abandon du site, ça a marqué la fin d'un chapitre, c'est certain. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, loin de là. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire d'Igilis, elle est en train de renaître, d'être réécrite sous nos yeux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission archéologique sur place, aujourd'hui, ce n'est pas juste creuser des trous. C'est un projet bien plus vaste. D'abord, on excave pour mettre au jour les vestiges. Ensuite, on analyse tout ce qu'on trouve pour comprendre la vie quotidienne. Puis, on restaure les structures les plus importantes pour les préserver. Et enfin, et c'est crucial, on forme une nouvelle génération d'archéologues, marocains et français, pour transmettre ce savoir. Et tout ça, c'est le résultat d'une collaboration vraiment formidable entre la France et le Maroc. L'objectif final, ce n'est pas juste de faire un musée à ciel ouvert pour les touristes, non. L'idée, c'est de faire d'Igilis un vrai centre culturel vivant, un lieu qui profite directement aux habitants de la région, tout en partageant cette histoire incroyable avec le reste du monde. Et c'est là qu'on touche à toute l'importance d'Igilis. Ce n'est pas juste l'histoire d'une vieille ruine, c'est la pièce manquante d'un immense puzzle. Une pièce qui nous oblige à repenser complètement les débuts de l'un des plus grands empires qui a façonné le monde méditerranéen. Finalement, Igilis, c'est une forteresse oubliée qui nous rappelle une chose essentielle. Parfois, les plus grandes histoires ne se trouvent pas dans les livres, mais juste là, sous nos pieds, attendant patiemment qu'on vienne les redécouvrir.